Europe 1 Soir. 19h, 21h, Charles Huillier. Merci à tous d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 21h. Je vais tout de suite présenter mes débatteurs donc autour du plateau. Louis Osalter. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Adrien Matou. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter parce que les auditeurs vous connaissent relativement. Et j'accueille sur ce plateau effectivement Joshua Zarka. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Vous êtes donc effectivement ambassadeur d'Israël en France et c'est pour ça que votre parole est très attendue ce soir, surtout qu'il y a quelques heures, l'Iran a menacé de s'en prendre à toutes les ambassades du monde, très clairement. Comment vous recevez, monsieur l'ambassadeur, ces menaces quand même qui peuvent de prime abord un petit peu interroger? Toutes les ambassades israéliennes à travers le monde. Vous savez, il n'y a rien de nouveau, franchement. Les Iraniens utilisent le terrorisme contre Israël et contre leurs dissidents d'une façon assez régulière. Ils pensent que c'est quelque chose dont ils ont le droit. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans le passé, ils le feront dans le futur. Ils ont malheureusement démoli une de nos ambassades. Ils ont fait exploser une de nos ambassades à Buenos Aires il y a quelques années. Et nous sommes toujours sous la menace que les Iraniens essaieront de me tuer, de faire quelque chose contre nos ambassades. Vous êtes en danger de mort. Voilà. Vous savez, j'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années, et là, on avait découvert que les Iraniens avaient l'intention de faire exploser notre ambassade à Washington aussi. Donc, il n'y a rien de nouveau. La seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, simplement parce qu'on les a empêchés. Oui. Alors, l'armée de l'air israélienne, et ça c'est important d'en parler, monsieur l'ambassadeur, l'armée de l'air israélienne a annoncé ces dernières heures avoir abattu un avion de combat iranien au-dessus de Téhéran. Alors, c'est une première depuis très longtemps, je crois. Comment ça s'est passé? Ils n'ont aucune chance dans ce genre de combat. Ce n'est pas vraiment un combat aérien comme on peut l'imaginer, parce que la technologie, c'est comme si que vous utilisiez vous vous rappelez les très anciens téléphones, téléphones portables qu'on avait, et maintenant le 5G. C'est la 5e génération. C'est un iPhone contre un Nokia 3310. Voilà, ils ne savaient même pas qu'ils allaient tomber. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans un combat aérien. Parce que, pour expliquer, en fait, c'est vrai que l'armée israélienne a des avions dernier cri, les fameux F-35, et c'est vrai qu'en face, les Iraniens disposent d'avions beaucoup plus anciens. Ils ont une armée de l'air qui date des années 80 du dernier siècle. C'est une des raisons. Vous savez, l'armée iranienne comme telle est une armée faible. C'est pour ça qu'ils ont développé des missiles, et c'est pour ça qu'ils ont développé des drones. Parce que leur armée de l'air était presque inexistante. L'armée, ils n'ont pas de tanks, ils n'ont pas de canons, ils n'ont pas de capacité militaire comme une armée normale pourrait en avoir. Alors, ils ont dû développer des capacités bien à eux, et c'est justement les missiles et les drones. Donc, ça fait de la peine pour ce pilote qui ne savait même pas qu'il était en combat. Mais si leur armée est faible, monsieur l'ambassadeur, la riposte iranienne a quand même surpris un certain nombre d'observateurs, le fait que le nombre de drones et de missiles tirés. Combien de temps, vous vous attendez à combien de temps de riposte? Combien de temps est-ce que l'Iran et l'armée iranienne peuvent encore tenir les ressources, en ripostant comme ça? Voilà. C'est encore une fois, l'armée iranienne est faible, c'est pour ça qu'ils ont développé ces capacités de missiles. Alors justement, ils en ont beaucoup. Ils ont des missiles, non seulement des missiles, mais aussi des drones. Ils ont des stocks, ils ont des munitions. Ils ont des stocks. Combien de temps ça prendra? Vous savez, je pense que le taux de destruction est assez rapide par rapport à ce que nous avions planifié. Nous sommes contents du rythme à laquelle la guerre a lieu. Et on voit qu'il y a une baisse très importante du nombre de missiles qui sont tirés chaque jour venant d'Iran. Et alors, ce qui est peut-être, permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, un peu désarçonnant, c'est que Donald Trump parlait d'une intervention qui allait durer 4 à 5 semaines. Vous, Tzahal, évoque une durée qui pourrait s'échelonner entre 1 et 2 semaines. Je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment dit 1 semaine. Alors 2 semaines en tout cas, 2 semaines c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que vous réussissez à accorder vos violons avec Donald Trump? Nos violons sont entièrement accordés. C'est la première fois qu'Israël... Vous savez, nous avons mené toutes nos guerres seuls. On n'a jamais eu de coalition, on n'a jamais eu une guerre avec un HQ commun. Là, nous avons vraiment une guerre qui est gérée
parallèlement par les Israéliens et les Américains israéliens, sous un HQ commun, et des pilotes français, et des pilotes américains et des pilotes israéliens volent ensemble et combattent ensemble. On est totalement alignés, on sait exactement, on fait tout ensemble, la planification comme l'exécution de ces combats. Le fait qu'il y ait des déclarations qui sont un peu différentes au niveau des dirigeances. Effectivement, et ça on va y venir. Je crois qu'on va marquer une courte page de publicité. Je rappelle qu'on est toujours avec Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Et nous sommes bien sûr avec vous, monsieur l'ambassadeur, Joshua Zarka. On se retrouve dans quelques secondes à peine et nous évoquerons peut-être les objectifs de cette offensive, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être quelques points à clarifier auprès de l'opinion. Avec plaisir. Et on va le faire. À tout de suite. Je suis toujours avec mes débatteurs autour de la table. Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Et nous sommes bien sûr avec Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, avec qui nous évoquions pendant cette coupure publicitaire, et c'est Louis Osalter qui faisait la marque de cet appel d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a quelques heures. Appel d'Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahou, c'est ça? Oui, et tout à fait, je pense que monsieur l'ambassadeur peut peut-être confirmer cet appel aujourd'hui, ce soir. Vous confirmez? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les deux hommes se sont dit? C'était un bon appel. Alors, voilà. Peut-on éventuellement, sans vouloir être trop insistant, en savoir plus? Non. Vous savez, ce genre de discussion, c'est des discussions entre dirigeants. Ce n'est pas à moi d'en parler, c'est aux dirigeants s'ils décident de le faire eux-mêmes. Ce que je peux vous dire, c'était un bon appel, une bonne discussion franche et importante. Bon, alors, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont-ils les mêmes objectifs? Sont-ils sur la même ligne? Parce que, en fait, il y a trois objectifs, c'est ça pour Israël. L'objectif nucléaire, le programme balistique également, et puis, évidemment, le régime iranien. On est vraiment sur les mêmes objectifs entre Israël et les États-Unis? Nous sommes tout à fait sur les mêmes objectifs. On a une division de travail entre les différentes armées, bien sûr, parce que nous opérons ensemble, mais séparément. Chaque armée a son rôle à faire dans la division qui a été faite. Mais oui, premièrement, le programme nucléaire. Il y avait des capacités résiduelles qui étaient restées entre les mains du régime. Et non seulement cela, mais depuis la guerre des 12 jours, au lieu d'arrêter le programme, le régime avait accéléré. Et non seulement il accélérait, mais aussi il avait décidé de l'enterrer, c'est-à-dire de le mettre dans des tunnels qui sont très profonds, et s'il l'avait fait, aurait été intouchable. Programme nucléaire. Secondo, les capacités balistiques, encore une fois, depuis la guerre des 12 jours, les Iraniens, au lieu de décider d'investir leur capacité dans la paix, avaient décidé de reprendre la production très intense. Avec la Chine, je crois. C'était jusqu'à une centaine de missiles balistiques par mois. Ce qui est quand même, en fait, peut-être que les gens ne comprennent pas tout, mais ça, c'est énorme, en fait. C'est énorme, oui. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, ça aussi devait s'arrêter. Et le troisième point, que nous avons dit d'une façon très claire, c'est l'affaiblissement du régime afin d'aider la population de prendre en main, qu'eux-mêmes prennent en main leur futur. Est-ce que c'est... Monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est Adrien Matou possible, dans un premier temps, d'opérer un changement de régime sans débarquement de troupes au sol? Voilà, ça c'est la grande question. Et est-ce que le grand nombre, quand même, parce qu'on sait que le régime iranien a plusieurs dizaines de milliers de cadres qui peuvent un peu remplacer ceux qui sont éliminés, est-ce que ça ne vous fait pas vous questionner sur la possibilité, effectivement, d'arriver à ce changement de régime? Alors, je note que vous parlez d'un affaiblissement du régime et pas vraiment d'un changement. Donc, non, on parle, ce que nous voulons atteindre, c'est un changement fondamental de conduite du régime. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, que le régime, si jamais il réussit à survivre cette crise, qu'il ne soit pas un régime belligérant par rapport à Israël, qu'il accepte simplement de vivre en paix avec nous. Là, il y a des questions bien sûr, mais ce que nous voulons vraiment, c'est aider la population à choisir elle-même ses propres dirigeants. Et pour cela, les dirigeants qui sont aujourd'hui en place, ceux qui restent des dirigeants qui sont aujourd'hui en place, doivent nous quitter. Est-ce que dans ce cadre-là, on a vu les images très, très spectaculaires des bombardements sur Téhéran,
Est-ce que, au niveau des pertes civiles, on sait qu'il y a déjà des pertes civiles, est-ce qu'une réflexion est menée pour qu'elles soient aussi faibles que possible? Oui, bien sûr. Nous ciblons seulement les institutions gouvernementales et bien sûr les institutions militaires iraniennes. Et notre but est vraiment de minimaliser le maximum des pertes civiles. Alors, je cite Emmanuel Macron, hein, monsieur l'ambassadeur, une opération terrestre, notamment au Liban, hein, serait, je cite, une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Que répondez-vous, Joshua Zarka, à Emmanuel Macron? C'est ce qu'il a dit lors de son allocution hier soir. D'abord, je ne réponds pas, je suis ambassadeur et ce n'est pas à moi à répondre au président. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce que je peux dire de notre politique à ce sujet, c'est que c'est entre les mains du Hezbollah. C'est clair. Nous n'avons pas initié ces combats. Le Hezbollah a décidé de rentrer dans cette guerre et le Hezbollah continue de tirer. Si demain, le Hezbollah arrêtait, demain, le Hezbollah arrêtait de tirer, la guerre qui a eu lieu sur le territoire libanais s'arrêterait immédiatement. Donc c'est à eux de choisir s'ils veulent continuer cette guerre ou pas. S'ils continuent de tirer, éventuellement, nous serons bien obligés d'approfondir. À quelle échéance? C'est quelque chose qui sera décidé par le Premier ministre, c'est quelque chose qui sera décidé par le cabinet de guerre. Ce n'est pas à l'ambassadeur d'Israël à Paris d'intervenir à ce sujet. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est clair que c'est entre les mains du Hezbollah. Là, il faut dire, et j'ajoute, le gouvernement libanais a un rôle à jouer. Si le gouvernement libanais pourrait faire ce qu'il faut pour empêcher le Hezbollah de continuer à tirer. Alors là, c'est un choix qu'ils doivent faire. Ils commencent à le faire d'ailleurs. Ils ont interdit les activités militaires du Hezbollah, des hommes ont été arrêtés, ce qui est complètement inédit dans l'histoire récente du Liban. Est-ce que vous sentez qu'il y a un tournant là au Liban? Il y a de bonnes déclarations, il y a quelques petites activités, mais il doit faire le choix stratégique. Il faut qu'ils soient plus tranchés dans leur action. On ne peut pas faire du en même temps. D'accord. Ils ne peuvent pas. Justement, le en même temps, quand vous voyez que Emmanuel Macron soutient la cause espagnole, l'Espagne, pardon de vous le dire de manière un peu triviale, monsieur l'ambassadeur, c'est pas forcément vos amis. Je crois que je l'avais pas remarqué là. Voilà, merci de le confirmer. Quand vous apercevez qu'Emmanuel Macron, effectivement, est quelque part avec vous, et que en même temps, pour reprendre l'expression consacrée, il adresse son soutien à l'Espagne. Comment vous lisez ça, vous, monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka? Je peux parler de l'Espagne, je peux parler du Premier ministre espagnol, surtout, qui est une personne qui fondamentalement haït Israël et haït les Juifs. Vous iriez jusqu'à dire que Pedro est antisémite? Pedro Sanchez est antisémite fondamentalement. Il déteste, c'est très profond en lui. Mais pour des raisons électoralistes ou d'opinion publique ou c'est personnel? Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus que ça. Il a vous savez, ça rappelle, disons, certains partis d'extrême gauche qui existent dans différents pays, qui aussi différents pays. Vous parlez desquels? Qui ont aussi un sentiment semblable envers les Juifs. Monsieur l'ambassadeur, le Premier ministre espagnol, c'est un socialiste, c'est pas un membre d'un parti d'extrême gauche. Oui, non, je sais, mais vous savez, on peut être socialiste. Certains, on connaît des politiciens qui étaient socialistes et qui finissent par mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est antisémite? Parce que c'est quand même pas une accusation qu'on prononce à la légère. Parce que vous savez, quand un Premier ministre dit d'une façon très claire, si j'avais l'arme nucléaire, je l'aurais ou bien utilisé contre Israël afin qu'ils arrêtent de faire certaines choses. Moi, c'est quelqu'un qui veut la destruction de mon pays. Bon, j'aimerais à ce titre... Pour moi, la destruction de mon pays veut dire un antisémitisme. Joshua Zarka.